le futur est déjà réalisé. Ça part de là. D'accord ? Le futur est déjà réalisé. Nous sommes déterminés autant par notre passé que par notre futur. Tout se passe comme si nous avancions à l'intérieur d'un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Alors ça s'appelle la théorie de l'univers bloc d'Einstein. C'est une théorie qui fait quand même consensus et qui, en association avec ce qu'on appelle le multivers, est la théorie, on va dire, la plus cohérente aujourd'hui pour expliquer la physique moderne. Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle fait appel à la notion de multivers, pour laquelle beaucoup de physiciens ne sont pas d'accord. Et un deuxième problème, c'est qu'elle nous prive de notre libre arbitre. Elle nous prive de notre libre arbitre, puisque si le futur est déjà réalisé, on n'a aucun choix. Bon, et donc la théorie que je propose consiste à dire que notre futur est bel et bien déjà réalisé, mais il peut changer. Il peut changer, de même qu'un tunnel invisible qui flotterait sur un océan pourrait bouger. D'accord ? De même que une trajectoire de la vie déjà prévue par un GPS, par exemple, peut bouger, parce qu'on n'est pas obligé de suivre les instructions du GPS. Hein, si on tourne à droite au lieu d'aller tout droit, la dame va nous dire de faire demi-tour. Et si à force de faire différemment de ce qu'elle dit, eh bien, à un moment donné, elle va carrément recalculer notre trajet. Eh bien, pour l'univers, je pense qu'on a la même possibilité. Et ceci n'est possible que à condition qu'on puisse avoir des conditions initiales d'un système complexe, des conditions finales d'un système complexe, et qu'il puisse exister plusieurs chemins pour rejoindre les unes et les autres. Et c'est ça que j'ai démontré mathématiquement, numériquement, dans mes travaux. Pour m'être un peu intéressé à différentes techniques soit de divination, soit d'accompagnement, de développement, comme l'astrologie, le feng shui, et d'autres, dans ces techniques-là, on met en évidence l'idée qu'on a un certain nombre de dispositions, peut-être même un destin, ou une direction de destinée qui va dans un sens et pas dans un autre. Il est dit, notamment dans l'astrologie, qu'on peut choisir de faire ce qu'on veut, en fait, mais que dans certains cas, en faisant ce qu'on veut, soi-disant, on va un peu nager contre courant, et ça va nous demander beaucoup plus d'énergie que si on suivait une forme de prédisposition qu'on a déjà. Oui. Ça rejoint un peu ce que vous avez mis en évidence, d'une certaine manière. Oui, enfin, mettons de côté l'astrologie. Il existe des déterminismes dans notre futur qui influent sur nous. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on va être quand même inexorablement attiré par ces sources de déterminisme. Ça vient du fait que nous vivons collectivement une seule réalité. Et que donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que nos intentions peuvent avoir un effet sur notre réalité dans le futur, mais à condition de s'écarter des mouvements collectifs. Et si on est dans les mouvements collectifs, si on a des contraintes, bien évidemment, on ne pourra pas faire ce qu'on veut, on va être obligé de vivre ce que l'espace-temps a prévu pour nous, dans la mesure où nous avons accepté une forme de conditionnement. Et c'est ce conditionnement qui nous attire vers lui, qui nous attire vers la répétition des mêmes schémas. C'est-à-dire que, si je comprends bien, vous dites qu'on est dans une réalité où effectivement des milliards d'individus projettent collectivement et inconsciemment une idée de ce que va être le futur. Voilà. C'est ça ? C'est ça. Et donc, l'espace-temps satisfait tout le monde. Et comme on comprend que c'est pas possible, il va y avoir des cas où on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que si tout le monde décide de changer le monde au même moment, on va y arriver tout de suite ? Oui, si tout le monde... Enfin, c'est pas forcément au même moment. Je suis un peu simpliste, hein, peut-être parfois, mais... Disons que l'accumulation des personnes qui arrivent à conquérir leur libre arbitre
pour réellement construire leur vie et ne pas aller dans le sens du conditionnement, l'accumulation de ces personnes-là fera que, effectivement, à un moment donné, on arrivera à un stade critique où notre futur collectif va carrément basculer vers un tout autre futur. Par exemple, on nous prévoit aujourd'hui des effondrements, etc., des catastrophes, des cataclysmes. Moi, je fais partie des optimistes qui pensent que il y aura peut-être quelques effondrements, quelques catastrophes, j'espère petites, mais comme il y a un éveil qui se produit depuis des années, mais même des décennies, on va finir par basculer dans la bonne direction. Mais les deux futurs sont là. Peut-être qu'actuellement, on a un futur transhumain qui nous attire vers lui, et qu'un autre futur est en train de se dessiner, et puis petit à petit, mais il n'arrive pas à se raccrocher bien dans notre réalité, mais à force justement de se libérer, de s'éveiller, on va réussir à bien enraciner ce nouveau futur potentiel dans notre chemin collectif, et ça va créer la bascule. Je vais peut-être revenir sur le démarrage de votre intérêt et de vos travaux sur ce sujet-là. On dit qu'à la base de toute découverte scientifique, il y a une intuition, un rêve, quelque chose d'un peu irrationnel dans notre catégorisation des choses. Enfin, c'est pas moi qui le dis, Einstein ou tous les scientifiques, les philosophes qui ont essayé de travailler sur l'émergence des grandes découvertes scientifiques le mettent en avant. Comment est-ce que ça vous est venu, vous, ces idées-là ? Vous avez envoyé un message du futur vers le passé pour Non. Ça remonte à l'âge de 13 ans où je suis tombé par hasard sur des livres de philosophie, dans une ruine. Il y avait là du Descartes, il y en avait bien d'autres, mais c'est surtout Descartes qui m'a impressionné. Je l'ai lu, donc à la limite 5 ans avant avoir... ça m'a... et la question... Descartes n'était pas cartésien, il n'a jamais éliminé la transcendance, il croyait en Dieu. Donc ça m'a fait réfléchir, et ensuite, j'ai trouvé à travers la mécanique quantique et tout un tas d'autres... je suis devenu... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis devenu très sensible à la question du hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard ? Très tôt, au collège. J'ai fait des expériences personnelles là-dessus. J'ai été très sensibilisé plus tard par le colloque de Cordoue, et j'ai décidé de consacrer ma vie à réfléchir à la source du hasard, à l'information qui est à la source du hasard. Puisqu'en mécanique quantique, on a démontré que le hasard n'est pas quelque chose qui est dû à notre ignorance des causes, mais qu'il existe un hasard véritablement fondamental que Einstein refusait. Einstein disait non, je refuse que Dieu joue au dé. Donc voilà, le colloque de Cordoue, mes études en mécanique quantique. C'est quoi le colloque de Cordoue ? Le colloque de Cordoue, c'était un colloque organisé par Michel Cazenave. Je crois que c'était en 1979, avec une belle brochette de physiciens et aussi d'autres de psychologues, pour discuter de la possibilité de faire rentrer la conscience en physique, en fait. Il y avait là Bernard d'Espagna, Olivier Costa de Beauregard, le père de la rétrocausalité, et bien d'autres. Et ce colloque a été extrêmement intéressant pour moi. Enfin, moi, je l'ai découvert alors que j'étais encore à l'école, à Centrale. Et à l'époque, il y avait l'explosion de la micro-informatique. Donc, je me suis... à Centrale, je me souviens, on utilisait des cartes perforées pour faire des programmes. Vous imaginez ? Et donc, moi, je me suis lancé à corps perdu dans la micro-informatique, à commencer par la microélectronique, pour être capable un jour de maîtriser complètement l'instrumentation, l'informatique, de manière à développer des systèmes extrêmement sensibles qui allaient permettre de détecter les fameuses corrélations non locales dont il était question en mécanique quantique, et qui sont justement à la base de la compréhension de la source du hasard. Parce qu'en fait, ce type de hasard, qui n'est pas dû à notre ignorance des causes, c'est un hasard qui, lorsqu'il rentre dans notre réalité, en fait, il entre un peu partout.
hein. Il est non local, c'est-à-dire que lorsqu'il vient jouer sur une vie pour faire changer le parcours, il va en même temps faire changer le parcours d'autres vies de manière à ce que l'espace-temps reste cohérent.